Pendant plus de 10 siècles, les jeux sacrés ont passionné les Grecs. Au milieu de l'été, ils affluaient de toutes les cités vers les grands sanctuaires, Olympie, Delphes, Némée. Ils accouraient pour honorer leurs dieux et acclamer leurs héros dans les stades, dans les hippodromes, mais aussi dans les théâtres. Les athlètes s'affrontaient dans des épreuves de course, de lutte et de lancer que nous connaissons encore. La victoire tant convoitée était un gage d'immortalité accordé par les dieux. La Grèce antique fut le théâtre d'une constante rivalité guerrière qui opposait ses principales cités, Athènes, Sparte, Argos, Corinthe, Thèbes. Mais c'est à d'autres cités plus petites que revint l'honneur au 8e siècle avant Jésus-Christ de réunir les Grecs grâce aux concours athlétiques. Sous l'égide de Zeus à Olympie et d'Apollon à Delphes, naquirent les concours panhelléniques, des compétitions où les meilleurs athlètes de toute la Grèce rivalisaient pacifiquement. Plus d'un siècle de travaux archéologiques nous permettent aujourd'hui de redécouvrir les berceaux de la Grèce des concours. Pendant des siècles, les textes anciens furent les seuls liens que nous ayons conservés de cette épopée. Au XIXe siècle, les nombreux voyageurs attirés par le prestigieux passé grec réussirent à localiser les temples de Zeus à Olympie et d'Apollon à Delphes. Niché dans les montagnes du Parnasse, Delphes avait été enseveli par les glissements de terrain et un nouveau village s'était installé au-dessus du temple d'Apollon. Le nom même de Delphes avait disparu, remplacé par celui de Castries. Le sanctuaire de Delphes est aujourd'hui l'un des sites archéologiques les plus spectaculaires de l'Antiquité. Le temple d'Apollon, les gradins du stade et le mur des vainqueurs nous seraient restés invisibles sans l'acharnement et la passion des archéologues. Depuis 1892, l'école française d'Athènes, aujourd'hui dirigée par Dominique Mullier, a mené une impressionnante opération de fouilles pour redécouvrir le sanctuaire d'Apollon, dieu des muses et de la poésie. Il a fallu commencer par établir un cadastre, un plan complet avec les propriétés, les maisons, les tractations. Tout cela est extrêmement compliqué. Puis, on a installé à l'emplacement du site tout un réseau de voies ferrées, près de 2 km de voies ferrées, et on a démonté en quelque sorte les maisons pour en récupérer au passage les matériaux qui provenaient de monuments antiques. Et dans le même temps, on reconstruisait un village de l'autre côté de la route, là où est le village moderne de Delphes à l'heure actuelle. Lorsque les fouilles commencent sous la direction de Théophile Homole, l'objectif est de dégager le temple d'Apollon, d'où la Pythie faisait connaître par ses oracles les volontés d'Apollon aux Grecs. Les spectaculaires travaux de terrassement menés tambour battant prennent l'allure d'une pêche miraculeuse. La fouille va très vite produire ses résultats et il y a des moments effectivement très particuliers aussi quand on découvre une sculpture particulièrement importante. Les clichés nous laissent la mémoire de la découverte par exemple de Cléobis et Biton, tout au moins de ce qu'on appelle les jumeaux argiens. En mai 1894, leurs 2 statues archaïques en marbre de Paros, prisonnières des murs modernes, sont tirées de l'oubli. C'est la plus ancienne offrande monumentale jamais consacrée à Apollon. Le 13 juillet de la même année, la superbe statue de l'Antinoüs est libérée de son enfouissement. Dans l'Antiquité, ses genoux avaient été brisés par des voleurs. La fouille du sanctuaire a apporté pour l'architecture, pour la sculpture, pour l'étude des bronzes, pour l'épigraphie, une documentation absolument prodigieuse. La somme monumentale d'informations que les archéologues rassemblent permet de retrouver l'image flamboyante du sanctuaire de Delphes. Le temple d'Apollon était coloré
et entouré d'une forêt de sculptures et d'édifices votifs. Le travail harassant de déblaiement connaît d'heureuses interruptions. L'équipe prend alors la pause pour immortaliser une découverte. Ce jour-là, un magnifique bronze surgit du sol. La mise au jour de Lorige, un conducteur de char, constitua une des plus remarquables retrouvailles avec les concours pythiques de Delphes. La facture en est remarquable et les bronzes antiques sont d'une absolue rareté. Cette pièce faisait partie de la statue d'un quadrige, un attelage à 4 chevaux, commandé par Hiéron de Syracuse qui voulut ainsi célébrer sa victoire au concours de 470. Comme dans les autres sanctuaires panhelléniques, le programme des concours pythiques comportait des épreuves équestres. Les concurrents sont peu nombreux car en Grèce antique, la possession d'un cheval représente une richesse considérable. Seuls les membres d'une élite fortunée sont en mesure de participer à ces compétitions hippiques. Le plus souvent, celui qui conduisait le char n'en était pas le propriétaire. C'était vraiment dangereux et il fallait avoir du métier. Lorige était soit un proche du propriétaire, soit un professionnel ou un esclave. Contrairement à aujourd'hui, les courses ne se déroulent pas sur un circuit. Les cavaliers font des allers-retours en virant autour d'une borne. Le contournement de la borne est le moment clé de la course. C'est là que se joue la victoire. La rage de vaincre est telle qu'on prend tous les risques. Le mot grec agon signifie compétition et il a donné en anglais agony. Le mot grec agora, l'endroit où les Grecs se rassemblaient, est de la même famille. Ces éléments linguistiques nous montrent l'importance de l'agone pour les Grecs et nous disent combien il était important de gagner pour les Grecs. Les courses de chars embrasaient les Grecs. C'était un de leurs spectacles favoris. On pense que les sanctuaires dont l'origine remonte d'après les archéologues à 1000 années avant notre ère ont vu d'abord se développer les courses de chars. Selon la légende de Pélops, représentée sur l'un des frontons du temple de Zeus à Olympie, c'est à une course de chars que les premiers Jeux olympiques devraient leur existence. Certains fragments du fronton que les pèlerins grecs pouvaient admirer lorsqu'ils se rendaient à Olympie ont été retrouvés par les archéologues. La légende de Pélops était connue de tous. Pélops voulait épouser la fille du roi Enomaos. Prévenu par un oracle qu'il périrait par la main de son gendre, le roi lui lance un défi. Si Pélops le bat lors d'une course de chars, il lui donnera sa fille, sinon Pélops mourra. Le roi compte sur ses chevaux divins pour gagner. Alors que les adversaires du duel sont sur le point de lâcher leur monture, le devin sait la tragédie imminente. Pélops a fait saboter le char du roi. La prédiction de l'oracle, finalement, se réalise. Le roi périt dans l'accident de son char causé par son gendre. Pour se laver de sa faute, Pélops organise les premiers Jeux à Olympie. Enomaos a été tué et Pélops déclaré vainqueur. Il a épousé Hippodamie et il a fondé la dynastie des Pélopides. Pour cette raison, l'île a pris son nom et a été renommée Péloponnèse, alors qu'elle s'appelait auparavant Appia. Les archéologues allemands obtinrent de l'État grec la permission de fouiller le site d'Olympie dès 1875. Comme à Delphes, les phénomènes naturels avaient eu raison des temples et des installations érigées pour les épreuves. L'épicentre de la Grèce des Jeux dormait englouti sous les alluvions déposées par la rivière qui borde le sanctuaire. Les fouilles ont débuté au centre du sanctuaire, là où se trouvait le temple de Zeus, dont l'emplacement était déjà connu. Parmi les découvertes capitales qui ont marqué cette première campagne de fouilles, on compte la victoire de Paionios, ainsi qu'une importante collection de sculptures.
Par la suite, on s'est intéressé au secteur situé au nord du temple. C'est là que les rayons furent mis au jour. À cet endroit, on a retrouvé des milliers de petits animaux votifs en bronze et en terre cuite, ainsi que les grands trépieds en bronze, dans ce qu'on appelle la strate noire. Puis, les archéologues allemands ont orienté leurs recherches vers le stade. Ils mettent toujours les vestiges du tunnel qui relie le stade à l'espace sacré du sanctuaire. Au cours d'un forage, ils repèrent également une section de la ligne de départ. Mais après 1881, faute de moyens, les fouilles s'arrêtent. Les Jeux olympiques de Berlin de 1936 déclenchèrent une nouvelle vague de fouilles de plus grande envergure. Ces Jeux furent l'occasion de mettre à nouveau à la disposition des archéologues des moyens colossaux. Et il leur fut demandé de concentrer leurs recherches sur les installations sportives, l'objectif étant de mettre au jour le stade et le gymnase. Des moyens considérables sont déployés pour permettre de dégager complètement le stade. Des milliers de mètres cubes d'alluvions doivent être enlevés pour retrouver le niveau de la piste antique. Devant l'immensité de la tâche, des bulldozers sont utilisés. Un réseau ferré est installé sur le site. À plusieurs mètres de profondeur, on découvre la tribune des Elanodis où siégeaient les juges des concours. Peu à peu, le stade mythique d'Olympie émerge. Le secteur du gymnase et de la palestre, lieu d'entraînement des lutteurs, est enfin dégagé. Les colonnes qui s'étaient effondrées à la suite d'un tremblement de terre sont redressées. Le dégagement des lignes de départ à chaque extrémité du stade permet de mesurer la longueur exacte de la piste. 600 pieds olympiques, soit 192,27 mètres. La présence de deux lignes de départ, ici comme sur les autres stades antiques, se justifie. D'abord parce que les stades ne sont pas circulaires, ensuite parce que, quelle que soit la longueur de la course, l'arrivée doit se jouer sous le regard de Zeus. Après presque un siècle d'efforts, les archéologues ont pu restituer les stades tels que les foules grecques les ont fréquentés. Hors des périodes de concours, les stades étaient désertés. Circuler dans la Grèce antique était particulièrement périlleux. L'historien Pausanias visita les grands sanctuaires grecs au second siècle de notre ère. Il chercha à comprendre comment cette Grèce ravagée par les guerres intestines était parvenue à organiser des concours pour tous les Grecs. Il s'est alors remémoré l'histoire d'Iphitos, qui, en charge de l'organisation des concours à Olympie, avait dû se résoudre à consulter la Pythie de Delphes. Suivant l'oracle de la Pythie, pendant le déroulement des Jeux, la paix devait régner partout. La trêve sacrée a réussi, à l'exception de quelques rares cas, à ce que la paix règne à Olympie pendant toute la durée des Jeux. Le serment de cette trêve sacrée était gravé sur un disque de bronze probablement semblable à l'un de ses ex-voto. Il fut pieusement conservé à Olympie tout au long de l'Antiquité. Pendant les 1000 années durant lesquelles les Jeux olympiques se sont déroulés, sauf cas exceptionnel, cette trêve sacrée n'a jamais été violée. Une des raisons du succès remporté par les Jeux olympiques était cette trêve sacrée. Des messagers, appelés théors, avaient pour mission d'aller annoncer dans toutes les cités grecques l'ouverture des Jeux garantis par la trêve sacrée. Le rôle des théors était de rassembler un peuple disséminé sur tout le pourtour de la Méditerranée, du sud de la France à la mer Noire. Une tâche d'autant plus essentielle que chacune de ces cités vivait selon un calendrier qui lui était propre. Le rôle des Jeux panhelléniques par rapport au temps est très important.
D'abord, quand les Jeux devaient-ils avoir lieu? Sachant que chaque cité-État possédait son propre calendrier avec des mois différents, aux noms différents, que ces calendriers étaient des calendriers lunaires, qui donc perdaient leur synchronisme avec le cycle solaire. Et c'était un tel problème qu'il était impossible aux gens de Némée de dire « Nos Jeux auront lieu le 28 juillet » car cela ne signifiait rien pour personne. Les athlètes, accompagnés de leurs entraîneurs, entreprenaient le long périple vers les sanctuaires sous la protection de la trêve sacrée. De même que les sanctuaires étaient déclarés territoires inviolables, personne ne devait attenter à la vie de ceux qui allaient célébrer les dieux de l'Olympe. Le dieu qui attend les pèlerins au bout de leur voyage, c'est Zeus, le souverain de l'Olympe. Enfermée dans son temple aux dimensions magistrales, la statue dite chryséléphantine, c'est-à-dire sculptée d'or et d'ivoire, mesure 12 mètres de haut. Assis sur un trône, le roi des dieux semble dominer les visiteurs d'Olympie du haut de toute son autorité patriarcale. Au cours de sa visite à Olympie, Pausanias a pu lire l'inscription qui figurait sur la base de la statue. Elle donne l'identité de son créateur, l'un des plus grands sculpteurs de l'Antiquité, Phidias. Phidias avait évidemment déjà acquis une grande expérience et réalisé ses premières œuvres majeures quand il fut appelé à Olympie pour sculpter la statue de Zeus. À quelques pas du temple de Zeus se trouve l'atelier de Phidias, où le sculpteur a modelé chaque partie de la statue de Zeus. Cet atelier de Phidias où la statue de Zeus avait été créée subit le sort habituel des lieux religieux. Il a été démantelé. Et à l'aube du christianisme, une église byzantine a été édifiée sur ses fondations. Au cours des fouilles menées dans les années 50, une découverte est venue magistralement éclairer la vie de Phidias, artiste majeur du 5e siècle. Parmi les découvertes faites lors des fouilles dans l'atelier de Phidias, la plus importante pour les archéologues est une petite énochoé cassée sur laquelle est gravé « J'appartiens à Phidias ». Il est évident qu'il s'agit du verre de Phidias, celui dans lequel il buvait de l'eau et du vin quand il travaillait dans son atelier à Olympie. Il s'agit d'une découverte vraiment émouvante. Il est par ailleurs très significatif de voir que les dimensions de l'atelier de Phidias sont les mêmes que celles de la base de la statue de Zeus. Ainsi, lorsqu'il préparait la statue, on pouvait avoir une idée précise des dimensions de l'œuvre finie et de la façon dont celle-ci s'intégrerait à l'intérieur du temple. Cette statue constituait un tel déploiement de richesse qu'elle fut dans l'Antiquité considérée comme la 6e merveille du monde. L'une des principales fonctions de Zeus en tant que père des dieux était de départager les combattants. Zeus déterminait qui était vainqueur et qui était vaincu, pas seulement lors des concours, mais aussi lors des guerres. C'est pourquoi tant d'armes ont été déposées en son honneur à Olympie. C'est pour lui, juge suprême des guerres, que les Grecs déposaient leurs plus beaux objets, ceux qui les avaient aidés dans la victoire. Miltiade, vainqueur à la célèbre bataille de Marathon, lui déposa son casque en offrande, après y avoir fait graver son nom. Cet autre casque est une prise de guerre, comme l'indique l'inscription entaillée dans le bronze. À Zeus, les Athéniens l'ayant pris aux Mèdes. Des centaines de ces offrandes ont été mises au jour par les archéologues à Olympie, et c'est toute l'histoire de la Grèce qui est dévoilée. Zeus était sans doute comblé au-delà de ce qu'on peut imaginer.
athlètes et entraîneurs étaient accueillis dans la palestre et le gymnase où ils allaient parfaire leur entraînement. La palestre est le lieu initialement dédié à la pratique de la lutte et du pugilat. Plus vaste, le gymnase permet l'entraînement des coureurs et des lanceurs de javelots et de disques. La palestre joue un rôle primordial dans l'organisation des concours. Les athlètes doivent y séjourner pendant 1 mois avant les épreuves afin que les élanodistes puissent juger de leurs aptitudes à participer aux compétitions. À Delphes également, les athlètes disposent d'un gymnase en bas du sanctuaire. Nous nous trouvons ici dans l'une des installations sportives du sanctuaire d'Apollon, le gymnase, et plus précisément même sur les pistes d'entraînement pour la course. Il y avait 2 pistes, la piste découverte, ou paradromis, et la piste couverte, ou xiste. Chacune de ces pistes mesurait exactement un stade, ce qui permettait aux athlètes de s'entraîner dans les conditions réelles du concours. C'est ici que se réunissaient les athlètes plusieurs semaines avant le début du concours, à la fois pour poursuivre leur entraînement et aussi pour se familiariser avec les règles du concours pythique. Avant de pénétrer sur les aires d'entraînement, afin de chauffer leurs muscles, les athlètes enduisent leur corps d'huile contenue dans de petites fioles, les alabastres. Ensuite, ils se recouvrent de terre pour limiter la transpiration et surtout protéger leur épiderme du soleil. L'activité quotidienne d'un aristocrate grec passait par la palestre, le gymnase, les exercices, un peu de compétition, les bains et les massages, avant et après la compétition. Les pancraciastes travaillaient leurs coups de pied ou de poing avec le korikos, version antique du punching ball. Déjà du temps d'Homère, les pugilistes, les ancêtres de nos boxeurs, protégeaient leurs poings avec une lanière de cuir appelée imante. Ces imantes mesuraient jusqu'à 4 mètres. Elles étaient enroulées de la main jusqu'à l'avant-bras des athlètes et leur tenaient lieu de gants. Ces gants n'avaient pas pour but de protéger le visage et le corps du boxeur qui recevait les coups. Mais ils protégeaient les mains de celui qui frappait pour qu'il puisse frapper plus fort. À partir du 5e siècle, les lanières ont été renforcées par une arête qui non seulement protégeait les mains du boxeur, mais en plus infligeait des coups plus destructeurs au visage et au corps de l'adversaire. Pour s'entraîner, les lutteurs doivent piocher la palestre pour en ameublir le sol avant de se livrer à de vigoureux combats. Les entraînements se déroulent en musique. Au gymnase et dans la palestre, la présence d'un joueur d'olos, flûte antique, souligne l'importance que les Grecs donnaient à cet art. La musique a même constitué le seul programme du concours pythique au début de son existence. Le théâtre, placé au centre du sanctuaire, confirme cette prééminence de la musique chez Apollon, dieu des muses et de la poésie. La Grande Fouille a permis de découvrir quelques fragments de la partition d'un hymne à Apollon gravé dans le marbre. L'inscription telle que l'on voit reproduit le texte de l'hymne de manière continue et entre les lignes, la notation musicale qui emprunte ces signes aux lettres de l'alphabet mais qui peuvent exercer une rotation autour de leur axe de symétrie comme cet oméga ou ce psi pour prendre des valeurs différentes. Pour les Grecs, la musique a la vertu d'éveiller l'âme. Elle chemine avec les athlètes comme pour atténuer la violence des exercices physiques. Les exercices de la journée achevés, les athlètes peuvent profiter des bains qui se trouvent généralement dans la palestre. Pour décaper leur peau de la couche d'huile et de terre, ils utilisent un instrument, le strigyle. Vous savez, l'athlète grec concourait nu. Il enduisait son corps d'huile, sortait, transpirait, se salissait. Puis il rentrait et avec un strigyle, un grattoir, slingus en grec,
Il raclait toute cette huile, cette sueur et cette boue qu'il déposait dans un récipient. On croyait que cela avait des vertus médicinales. Ça s'appelait le gloios et on le vendait comme onguent. C'est à Némée que le plus ancien complexe de bains destiné aux athlètes a été découvert. Plusieurs salles pourvues de bacs et d'une piscine se trouvent à l'extrémité d'un système sophistiqué de canalisation comprenant un aqueduc pour transporter l'eau de l'autre côté de la vallée. L'athlète descend un large escalier vers l'une des 3 salles. Il y a de chaque côté une salle avec des bacs qui ressemblent à des baignoires. Mais ces baignoires sont trop petites pour s'asseoir dedans, et en tout cas pour moi, elles ne sont pas suffisamment profondes. Nous savons d'après les céramiques que ces bacs étaient remplis d'eau. Les athlètes la prenaient avec des seaux pour se la verser sur la tête ou sur la tête du voisin, un peu comme une douche. Le corps fait l'objet d'une attention particulière dans la société grecque parce qu'il n'est pas dissocié de l'esprit. Il n'est pas entaché de la faute originelle, comme dans la religion judéo-chrétienne. La nudité n'est nullement répréhensible, et c'est sans le moindre vêtement que les athlètes effectuent leurs exercices dans la palestre. C'est nu aussi qu'ils soumettent leur corps aux rigueurs de la compétition. Les Grecs avaient une conception très particulière de l'athlète. Être athlète, ce n'était pas seulement utiliser son corps, mais aussi le montrer. Pour les autres peuples de la Méditerranée, et en particulier les plus évolués, c'était vraiment une horreur. Ils étaient bien contents de laisser ça aux Grecs, et les Grecs étaient fiers de le revendiquer. L'exhibition du corps athlétique est magnifiée grâce à la sculpture qui cherche à fixer la beauté de ces corps nus. La statuaire a fait le meilleur usage de ces corps travaillés par les efforts athlétiques. Une évolution capitale de la représentation du corps humain se produit dans ces années fastes de la Grèce du IVe siècle. Après avoir reproduit avec précision leur observation anatomique du corps humain, les artistes grecs révolutionnent la sculpture en y glissant le mouvement. Une statue miraculeusement retrouvée par les archéologues à Olympie est sans doute la forme suprême de l'expression de la vie. Elle représente le dieu Hermès portant Dionysos enfant. En désaxant les hanches, ce qui libère les jambes, Praxitèle projette le mouvement de la vie dans le marbre. La statue de Praxitèle est l'archétype de cette révolution. Hermès est certes un dieu, mais tant par la posture du corps que par la finesse des traits de son visage, Praxitèle l'a considérablement humanisé. Honorer des dieux si semblables à eux-mêmes est pour les Grecs parvenus dans les sanctuaires la première des préoccupations. Athlètes, magistrats ou spectateurs, tous sans distinction, convergent vers les autels où les prêtres procèdent au sacrifice. Ils entrent en relation avec les dieux en sacrifiant un animal. Il s'agit de partager la nourriture avec les dieux en plaçant sur un bûcher les os de l'animal enveloppé de graisse. Monte alors vers le ciel une épaisse fumée dont les dieux se rassasient. Au 4e jour des Jeux, à Olympie, lorsque le ciel accueille une lune pleine, se déroule le plus grand de tous les sacrifices, l'hécatombe. En l'honneur de Zeus, 100 bœufs sont sacrifiés. L'autel le plus considérable d'Olympie était celui de Zeus, qui se trouvait entre le temple de Zeus et celui d'Héra, son épouse. D'après Pausanias, il était fait avec la cendre des cuisseaux des animaux sacrifiés.
Tout comme les hommes, les femmes participaient aux cérémonies sacrificielles. En revanche, il leur était interdit d'assister au concours sous peine de mort. Si le temple d'Héra, épouse de Zeus, est le plus ancien édifice d'Olympie, les femmes sont écartées des jeux. Elles ne peuvent pas concourir et les épouses sont interdites de stade. Seules les vierges sont admises dans le public. Je crois qu'on peut comprendre pourquoi les femmes n'étaient pas autorisées à pénétrer dans le stade grâce à Pausanias, qui nous donne quelques détails. Ce n'est pas tant les femmes qui n'avaient pas le droit d'assister aux jeux, mais les femmes en âge de se marier. On peut supposer donc que les plus jeunes et les plus âgés pouvaient s'y rendre. On ne sait pas trop si elles y allaient vraiment, mais je crois qu'on a affaire à un interdit religieux archaïque, touchant les femmes en âge d'avoir leurs règles. Cependant, les jeunes femmes peuvent aussi mesurer leur valeur athlétique lors d'une fête en l'honneur de la déesse Héra, qui se tient quelques mois avant les Jeux, les Héraias. Tous les 4 ans, après avoir tissé un voile pour Héra, les femmes se rendent sur le stade pour une course. La piste est raccourcie pour l'occasion. C'est leur seule opportunité d'apparaître dans le stade. À la veille du concours, le sanctuaire est envahi par une foule considérable. Philosophes, marchands, artistes, hommes politiques. Pendant quelques jours, Olympie devient l'agora de la Grèce. Olympie attirait les Grecs. Elle attirait tout particulièrement ceux qui avaient le temps et les moyens de voyager, mais aussi ceux qui espéraient en retirer quelque avantage. Ainsi, Hérodote y lisait ses œuvres et des déclarations politiques y étaient faites devant les Grecs réunis. Quiconque avait une idée à exprimer, au lieu de passer à la télé ou de faire de la publicité, allait à Olympie la faire connaître. La période d'entraînement terminée, les athlètes doivent prêter serment auprès d'une statue de Zeus surnommée Orchios, c'est-à-dire le serment. Ils jurent devant les Églanodyes qu'ils se sont entraînés dans les règles et qu'ils ne se rendront coupables d'aucun méfait pendant le concours. En cas de manquement grave au règlement du concours, les athlètes sont condamnés à une amende. Ils doivent s'en acquitter en plaçant une statue de Zeus près de l'entrée du stade. Il n'en reste aujourd'hui que les bases. La punition consistait à les obliger à dédier une statuette de Zeus au sanctuaire. À la base de la statue devait être gravée la raison pour laquelle l'athlète avait été obligé de faire cette offrande au sanctuaire. Il devait y mentionner sa faute. Vous imaginez la honte occasionnée par une telle punition. La faute était inscrite et pouvait être lue par tout le monde, par les milliers de gens qui venaient à Olympie. Après avoir prêté serment, pour rejoindre le stade, les concurrents doivent passer par la cryptée. C'est un passage qui permet d'entrer dans l'enceinte magique où se déroulent les compétitions. Il est exclusivement emprunté par les athlètes et les juges. C'est là qu'avant les courses, les combats ou les lancers, les futurs héros patientent. La découverte du tunnel qui relie le stade de Némée au vestiaire où les athlètes se préparaient a été pour Stephen Miller une récompense exceptionnelle dans sa carrière d'archéologue. Il a découvert sur les parois du tunnel resté inviolé pendant 2000 ans des graffitis gravés de la main même des athlètes. Ils inscrivaient leur nom dans la pierre en attendant que les juges les appellent pour une course ou un combat qui ferait peut-être d'eux un favori des dieux. Voici le nom, Acrotatos. Acrotatos est un nom très rare. C'est très probablement le nom d'un prince de Sparte, devenu roi en 265 avant Jésus-Christ, qui régna jusqu'en 252.
Si son nom est là, c'est que même un prince pouvait être un athlète. Et là, on a deux autres mots. Télostas. Télostas, c'est le nom d'un boxeur qui a gagné le concours olympique en 340 avant Jésus-Christ. Et au-dessus, quelqu'un a écrit le mot Nico. N-I-K, oméga. Je gagne. On ne sait pas s'il a gagné, mais peut-être que oui. Les concurrents du stadion, la course reine entre toutes qui s'effectue sur une seule longueur de stade, se placent sur la ligne de départ marquée par ces blocs de pierre insérés dans le sol du stade. Les représentations du départ qui ont été découvertes montrent que les athlètes sont debout, le buste incliné vers l'avant, les bras tendus devant le corps. Le souci de permettre une égalité de chance au départ a conduit à l'élaboration de plusieurs systèmes mécaniques. Pour les Grecs, la victoire était très importante. Ils prenaient des précautions extraordinaires pour s'assurer qu'elle était acquise de manière juste. Il y avait des arbitres, il y avait des juges, il y avait des règles qui punissaient sévèrement les tricheurs. La façon dont ils ont voulu rendre le départ des courses le plus équitable possible montre bien cette préoccupation. À Isthmia, près de Corinthe, l'archéologue Oskar Bronner a fait une intrigante découverte. Elisabeth Gebhardt présente cette invention des Corinthiens, l'isplex, qui devait rendre le départ des courses le plus objectif possible. Nous nous trouvons devant le système de départ du stade d'Isthmia qu'Oskar Bronner a découvert en 1954. C'était une véritable énigme. Il n'avait aucune idée de ce que c'était quand il l'a découvert. Par la suite, d'autres fouilles ont révélé qu'il s'agissait d'un système de départ très rare de l'époque classique. Sur la surface de la dalle, on trouve une série de rainures taillées dans la pierre. À chaque extrémité des rainures, il y a une agrafe de bronze fixée avec du plomb. Vous en voyez une ici et une là, à l'autre bout. Chaque rainure a exactement le même système. Toutes les cordes convergeaient vers cette partie centrale. Bien sûr, il y avait la même chose de l'autre côté, et ça faisait en tout 16 lignes de départ. Placé dans ce trou, un juge mettait les cordes en tension, puis les relâchait au moment du départ. On n'est pas certain de la reconstitution que vous voyez. Mais on pense que quand la corde était tendue, il y avait une barre maintenue en position horizontale. Quand on relâchait la corde, la barre tombait et les coureurs pouvaient prendre le départ. Au cours des fouilles du stade de Némée, Stephen Miller a mis au jour une ligne de départ qui présente des points communs avec celle d'Isthmia, mais aussi des différences qui l'ont laissé perplexe. J'ai découvert les bases en pierre, ces solides bases pour l'isplex, de part et d'autre de la ligne de départ sur le stade. Et je savais pourquoi elles étaient là, mais je n'arrivais pas à comprendre comment ça fonctionnait. Je crois que mon problème était que je pensais à la ligne de départ d'Isthmia, où chaque coureur a une porte individuelle devant lui. J'essayais de reconstruire un système avec des portes, et ça ne marchait pas. Deux éléments viendront éclairer Stephen Miller. D'une part, une amphore découverte vers 1980 montre des coureurs au départ derrière des fils et non pas derrière des portes. D'autre part, une stèle trouvée sur l'île de Délos donne la liste des pièces composant l'isplex en utilisant le vocabulaire habituellement employé pour décrire les catapultes. Ces bases de pierre, solidement ancrées dans le sol, sont très importantes pour maintenir le corps en bois de cette sorte de catapulte. De façon que la pression, et aussi la torsion qu'on va y ajouter, ne vont pas le faire sortir. Et quand on va relâcher la pression, il va avoir tendance à être expulsé. C'est pourquoi il doit être tenu fermement en place. On est prêt, le système est en tension, et on va faire une dernière torsion qui va mettre en prise le poteau avec la pression des cordes, armant ainsi le mécanisme de l'isplex.
Ici, au centre de la piste, et derrière la ligne de départ, il y avait le starter, l'afétis comme on l'appelait. Il devait prendre les cordes qui commandaient le système et qui étaient reliées aux deux isplex, un à chaque extrémité de la ligne de départ. Ses premiers mots étaient « poda parapoda », ce qui veut dire « à vos marques ». Alors les coureurs plaçaient leurs pointes de pied dans les rainures de la ligne de départ. Ensuite, il criait le mot « apité, partez ». C'est authentique, on le sait d'après les sources. « Apité », c'est l'impératif de partir. Tous égaux au moment du départ, les athlètes s'élancent pour la course la plus prestigieuse, le stadion. Le stadion fut de tout temps l'épreuve qui inaugurait les Jeux à Olympie. Les athlètes n'ont qu'un seul désir, franchir en tête la ligne d'arrivée sous le regard de Zeus. La victoire ailée descend du ciel. Elle est la manifestation de la faveur divine. En accrochant un ruban au bras du vainqueur, elle montre qu'il est l'élu des dieux. Obtenir une victoire dans l'un des 4 concours panhelléniques transforme la vie d'un athlète. Le prestige que confère la couronne de laurier à Delphes, d'olivier à Olympie, de pin à Ismia ou de céleri à Némée est considérable. Les athlètes acquièrent un statut de quasi-divinité et, à ce titre, deviennent des citoyens choyés par leur cité d'origine. À Athènes, par exemple, aussi loin que remontent nos sources, les vainqueurs olympiques recevaient de grosses sommes d'argent ainsi que d'autres honneurs, comme un repas gratuit à vie aux Prytanée. À Sparte, les vainqueurs olympiques avaient le privilège de combattre dans la garde rapprochée du roi. C'est parce qu'ils étaient talismaniques, ils portaient chance. Après un tirage au sort qui permet de déterminer les paires de combattants, le concours de lutte peut démarrer. De tous les combats, la lutte a été le premier à être inscrit au programme des concours. Et c'est le plus prisé des Grecs. Est déclaré vainqueur celui qui réussit à renverser 3 fois son adversaire. Le pancrace offre une panoplie de coups qui rend l'affrontement furieusement brutal. Pieds et poings frappent indistinctement et le combat ne prend fin que lorsque l'un des pancraciastes ne peut plus poursuivre. Aujourd'hui, on regarde le pancrace comme le plus dangereux et le plus brutal de tous les combats pratiqués par les Grecs. Et il a donné naissance à des versions modernes, comme le full contact ou le kickboxing. Mais pour les Grecs, c'était la boxe qui était le plus dangereux et le plus brutal de tous les combats. Ils l'appelaient la boxe douloureuse. La violence des coups, augmentée par les imantes qui ne protègent que les poings du pugiliste, exige des athlètes un engagement presque sacrificiel. Dès la confrontation engagée, plus aucun répit n'est possible. Seule la mise hors combat de l'un des deux, parfois la mort, interrompt le duel. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que tous les athlètes grecs qui sont devenus des héros, des demi-dieux, étaient lutteurs, pancratiastes et boxeurs. Aucun d'entre eux n'était coureur. La puissance physique des lutteurs les rapproche des dieux. Elle les rapproche plus particulièrement d'Héraclès, qui, grâce à ses exploits légendaires, fut admis dans l'Olympe. Ses 12 travaux ornaient le temple de Zeus. Héraclès est de bien des façons le modèle du combattant grec. Très fort, d'une incroyable endurance, quelqu'un qui, à travers ses 12 travaux qu'il avait entrepris après avoir commis un terrible crime, a réussi à rejoindre l'Olympe et à devenir immortel. C'est cette destinée que tout combattant grec souhaitait pour lui-même. Travailler dur, souffrir, mais ensuite gagner l'immortalité.
Alors que les fumées de la grande hécatombe ne sont pas encore dissipées, se prépare une épreuve qui est une énigme pour les historiens. Nous devons aux Grecs l'idée d'une épreuve athlétique combinée, le pentathlon. 5 épreuves la composent. Le saut en longueur, le lancer du disque et celui du javelot en constituent les 3 premiers temps. Viennent ensuite la course du stadion et la lutte, sans que nous sachions exactement dans quel ordre. Le saut en longueur se pratique avec des haltères qui servent à amplifier les 5 bonds successifs. Bien que techniquement capables de mesurer les performances de leurs athlètes, les Grecs se contentent de savoir qui a bondi ou lancé le plus loin. Le concours du lancer du disque a perduré jusqu'à notre époque, sans subir de modifications radicales. Les athlètes d'aujourd'hui ont simplement ajouté des rotations pour augmenter la longueur du jet. Une enquillée, un cordon, relie la main du lanceur à son javelot. Elle permet de provoquer une rotation du javelot sur lui-même. Plutôt que d'accroître la performance, il s'agit surtout de stabiliser le vol du javelot, alors en bois. Lorsqu'un des athlètes parvient à remporter les 3 premières épreuves, il est déclaré vainqueur du pentathlon. On ignore en revanche comment se poursuivait le concours si les 3 premières épreuves étaient remportées par des concurrents différents. La nuit venue, les exploits athlétiques sont suivis de réjouissances. Les victoires sont joyeusement fêtées au cours de banquets où le plaisir a tous les droits. Le dernier jour du concours est consacré à la course des hoplites, les hommes en armes. Les courses des hoplites sont un bon exemple du souci d'équité qui animait les Grecs. À Olympie, les coureurs portaient tous des boucliers qui avaient la particularité d'être gardés dans le sanctuaire. Ainsi, pour la course, tous les athlètes avaient un bouclier identique et du même poids. Cette course qui se déroule sur 2 longueurs de stade signifie à tous la fin de la trêve et le retour à l'état de guerre. Tous les 4 ans, pendant des siècles, les Grecs vinrent jusqu'au sanctuaire panhellénique pour honorer leur dieu et s'y accomplir en tant qu'athlètes. Dans ces oasis de paix, la puissance créatrice des Grecs s'exprima avec une vigueur qui nous remplit encore d'admiration. Ils surent célébrer leurs divins athlètes en sculptant le marbre et en fondant le bronze comme jamais personne auparavant. Sous la domination romaine, les concours, l'éthique de l'exploit athlétique surent se faire adopter. Le goût des Romains pour le culte de la beauté fut tel qu'ils imitèrent leurs aînés grecs. Sans eux, il nous aurait été encore plus difficile de retrouver les traces de cette grande aventure humaine. Après 10 siècles, la fabuleuse épopée des Jeux prit fin avec l'apparition de la chrétienté. Le culte des corps, l'adoration des multiples dieux si semblables aux hommes furent proscrits parce que bien trop païens. Un empereur chrétien, Théodose Ier ou Théodose II, a mis un terme à ces fêtes païennes.
Cela a signifié la fin du rôle essentiel des concours athlétiques dans la vie grecque. En 1896, dans le stade de marbre blanc d'Athènes, se tiennent les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne. Pierre de Coubertin les a baptisés ainsi, en référence à la fabuleuse histoire qui avait vu le jour 27 siècles plus tôt à Olympie. Coubertin a accompli quelque chose de remarquable. Il a donné une dimension internationale aux Jeux olympiques modernes. En cela, il a reproduit ce que les Grecs de l'Antiquité faisaient déjà, en venant de partout prendre part aux Jeux. De toute la Méditerranée, du sud de la France à la mer Noire, jusqu'à Olympie et au-delà. Et c'est ce que Coubertin a fait en ouvrant les Jeux modernes au peuple du monde entier. Ranimée tous les 4 ans, la flamme olympique rappelle le glorieux passé des concours que les Grecs surent inventer et faire prospérer pendant plus de 10 siècles.